AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors ce matin, dans la force de l'engagement, ce premier jour de l'année, votre invitée est athlète, multisport et conférencière. Elle s'appelle Emma-Claire Dumont. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, on commence comme d'habitude, bien sûr, avec votre chronique, Muriel. Une chronique s'engager pour vivre ses rêves. S'engager pour vivre ses rêves. Croire en ses rêves, c'est croire en soi. Pour ce premier jour de l'année, nous allons décider que tout est possible. D'abord, celui d'accepter que des rêves, nous en avons plein la tête et que la première étape pour les réaliser, c'est déjà de les identifier. Certains nous trottent dans le cerveau, d'autres surviennent et s'évaporent, certains sont récurrents. Souvent, nous pensons qu'ils sont impossibles et que pour les atteindre, ils doivent être réalistes. Mais la question n'est pas plutôt réaliste ou accessible? Cette simple interrogation peut nous permettre de dépasser nos freins psychologiques et les obstacles qui parasitent nos rêves et qui peuvent nous faire douter de la faisabilité de notre projet. Ces croyances limitantes, remplaçons-les, au moins ce matin, par des croyances positives et décidons ensemble de cesser de renoncer à l'accomplissement de nos désirs, quels qu'ils soient. Et là, on se sent déjà beaucoup mieux. On a renforcé notre confiance en soi. Cette confiance qui permet de se projeter, de croire en nos capacités pour mieux gérer nos émotions et atteindre nos objectifs. Cette confiance indispensable pour prendre une décision et envisager la concrétisation de nos visions. Pour oser se lancer et réaliser qu'il n'existe pas de moment idéal pour passer à l'action, car à attendre, on finit par ne jamais s'aventurer. Quels ingrédients va-t-il falloir ajouter pour rendre tout cela possible ? Tout d'abord, la motivation. Ni compétence ni don, la motivation est une énergie, un enjeu personnel, le soutien absolu dédié à la réalisation de nos rêves. Tous les experts en engagement personnel sont d'accord sur ce point. La motivation, il faut la cultiver, en prendre soin, la chérir. C'est la base sur laquelle va venir se rajouter la détermination, la discipline et le courage dont tous les aventuriers du quotidien ou de l'extrême font preuve. Ce chemin est étonnant, parfois magique. Il permet de mieux se comprendre, se connaître, d'être à l'écoute de soi, de ses pensées, de ses sensations, de ses émotions, d'oser partir à la conquête de nos rêves, d'en devenir les acteurs. Eh ben justement, des rêves à la réalité. Merci Muriel. On retrouve votre invitée, Emma-Claire Dumont, qui est donc athlète, multisport et conférencière. Alors Emma, c'est la personne que je voulais recevoir aujourd'hui pour ce premier jour de l'année 2023, ce jour où l'on se fixe des objectifs, où l'on se dit que l'on va réaliser tous les projets qu'on a notés dans sa liste de rêves de l'année précédente. Et les rêves, elle en a plein, ceux qu'elle a déjà réalisés et tous ceux qui lui restent à venir. Bonjour Emma. Bonjour. Alors vous êtes une aventurière des temps modernes. D'où vous vient cette énergie de transformer vos passions en défis et en réalité? Eh bien, cela vient de mes parents. Dès l'âge de 5 ans, mon papa m'a initiée à la mini-moto en m'expliquant qu'on peut être une jeune fille et pourtant faire des sports qui sont dits masculins ou dits dangereux, mais à partir du moment où on les pratique avec des gens experts qui nous mettent dans de bonnes conditions pour le faire, alors on peut les faire, même si on est une petite fille. Et à partir de là, ça m'a motivée tout au long de ma vie à me dire que tout était possible à partir du moment où on pouvait s'en donner les moyens, qui savait s'en donner les moyens. Et puis vous êtes une maman, une jeune maman, enfin vous avez un enfant jeune, et c'était aussi pour vous une façon de montrer l'exemple, de montrer que les femmes peuvent faire absolument tout ce qu'elles désirent. Tout à fait, on peut être maman, entrepreneur, quel que soit notre statut, notre âge, on est capable de partir d'une feuille blanche, et si on a un désir, un souhait, un rêve, eh bien on est capable de mettre tout en œuvre, de fédérer aussi son environnement proche et pour le concrétiser pour soi, mais en équipe. Alors vous allez voir que la feuille blanche d'Emma, c'est pas une feuille blanche banale, elle a un parcours très étonnant. Vous êtes née à Caen en Normandie, plus tard vous partez au Canada, vous revenez à Paris, vous allez travailler pour le groupe LVMH en tant que directrice Internet internationale, et là vous allez jongler avec les ports marketing des marques de ce groupe. Et puis un jour, vous décidez de faire le Paris-Dakar et vous allez rencontrer Stéphane. Alors racontez-nous, le Dakar, vous allez le faire comment? Et est-ce que ça a été le point de départ d'une nouvelle vie pour vous? Oui, tout à fait. Il y a ce deuxième point d'ancrage dans ma vie qui est l'année de mes 30 ans où je décide de faire ma wishlist avec plein d'objectifs à la fois sportifs mais pas que. Et dans cette wishlist, il y avait la réalisation du Dakar dont je rêvais quand j'allais le voir au départ de Paris quand j'étais toute petite. Et puis voilà, je me suis dit, après tout, moi aussi, je suis capable de monter sur mon quad et d'aller le réaliser. Et là, cette année-là, je rencontre mon mari qui lui le réalisait à moto et ensuite cela m'a permis d'opérer une transition
professionnelle et personnelle, puisque j'ai quitté une voie toute tracée au sein du groupe LVMH pour m'associer à mon mari et descendre en Provence, construire une aventure professionnelle avec une petite TPE, organisatrice d'ailleurs de rallye tout-terrain. Alors, vous et moi, enfin nous, vous, auditeurs et moi, quand on fait du quad de façon assez normale. Emma, elle devient 2 fois championne du monde en rallye tout-terrain. Et ça, ce n'est qu'un début. Parce qu'à 40 ans, elle qui courait pas très bien à l'école, décide de faire de la course à pied et pas n'importe laquelle. Elle va s'attaquer au marathon, à des marathons. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Dans cette wishlist, il y avait également réaliser un marathon. Mais quand on ne sait pas courir, bien, c'est pas grave. On peut apprendre avec des coachs, avec des gens qui sont passionnés de running et qui vont finalement vous embarquer dans leur passion et vous faire réaliser un de vos rêves, donc le marathon de New York. Et puis, de ces passionnés, on les côtoie et ils nous disent, mais il y a un marathon au pôle Nord, il faut absolument le réaliser. Et on pense ne pas être capable de le faire, mais si, on va franchir toutes les barrières, on va s'écouter et puis se donner la force de le concrétiser, ce projet. Et à partir de là, j'ai été effectivement, après avoir réalisé le marathon du pôle Nord, sélectionnée pour réaliser un autre défi d'une toute autre ampleur, le 7-7-7, donc les 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Oui, parce que alors courir sur la glace, c'est pas rien, 42 km quand même, vous faites ça, et puis ensuite vous êtes sélectionné effectivement pour le 7-7-7. Vous allez d'ailleurs faire partie du club de celles qui ont réussi le 7-7-7. Alors c'est quoi le 7-7-7 ? C'est donc 7 marathons réalisés en 7 jours sur 7 continents. Et effectivement, j'étais parmi la petite vingtaine d'amateurs à le tenter et à l'avoir réussi. Je suis l'une des seules Françaises, enfin la seule Française amateur à l'avoir finalisé. C'est une expérience personnelle qui vous permet d'aller au-delà de toutes vos possibilités physiques et mentales. Vous vous programmez à un certain mode de vie, à un effort, et au final, les 40 personnes réunies pour cet événement forment une vraie famille et on s'entraide pour tous réussir avec bravoure ce défi. Oui, j'entends bien, mais comment est-ce qu'on réalise 7 marathons en 7 jours sur 7 continents ? On fait quoi ? Il y a un avion ? Comment ça se passe ? Oui, la base de vie est un avion qui est affrété pour les 40 participants, avec également toute une logistique autour, des médecins, des nutritionnistes qui nous aident. Et en fait, ça nous sert de base pour nos soins, pour dormir, pour récupérer, pour manger, entre les différents marathons que l'on fait d'abord en Antarctique, en Afrique du Sud, à Perth en Australie, à Abu Dhabi, Madrid, Santiago du Chili, pour finir à Miami 7 jours et 7 nuits après. C'est-à-dire, on prend l'avion, on va à Cap Town, et puis tout d'un coup, on s'entraîne là-bas. Le lendemain, on prend l'avion, on va en Antarctique, on court 42 km sur une piste d'année. Ensuite, on retourne en Afrique du Sud, et là, on se prend un choc climatique. On passe de moins 30 à plus 30. Après, on fait Perth en Australie. On fait Abu Dhabi, où on court la nuit. Tout à fait. Madrid, idem, on court sur des dénivelés et la nuit. Exactement. Santiago du Chili, et on termine à Miami. Bon, écoutez... c'est impressionnant. Enfin, moi, je serais incapable de ça, mais vraiment bravo. Et puis alors, on peut vraiment se programmer finalement pour faire ce genre de choses. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la volonté qui compte aussi. Alors, ça suffit pas tout ça. Donc, un défi, on crée un autre. Et vous décidez aussi de faire le 5 Summit Challenge, c'est-à-dire de gravir les plus hauts sommets de chacun des continents. Oui, tout à fait. En parallèle, j'aime me lancer des défis et j'aime me passionner de différentes disciplines. Alors la course à pied, c'était vraiment super, mais en parallèle, la haute montagne m'attirait. Alors j'ai commencé par réaliser le toit de l'Afrique, le Kilimandjaro, et ensuite les compagnons de cordée m'ont incité à faire le Mont Blanc, que j'ai réalisé quelques années après avec mon mari. Et ensuite, ces montagnards, ces passionnés de montagne m'ont embarqué eux aussi dans leur défi, et je suis partie faire la Concagua. Et il m'a fallu en revanche beaucoup plus d'années beaucoup plus de temps après pour passer à l'alpinisme véritablement et pouvoir envisager le plus haut toit du monde, l'Everest. Oui, parce que vous faites le Kilimandjaro, le Mont Blanc, la Concagua, et puis un jour vous dites, dans le parcours il y a l'Everest. Le toit du monde, vous en revenez d'ailleurs, vous êtes revenu le 12 mai. Le 12 mai dernier. Alors le toit du monde, l'Everest, c'est pas rien. Racontez-nous, comment vous vous êtes préparé pour aller à 8848 mètres d'altitude ? C'est plusieurs années de réflexion,
puisque c'est pas un défi sportif uniquement, c'est vraiment un défi au-delà de toutes les notions d'effort, de détresse, de stress moral et autres. Et puis on va quelque part braver la mort et on ne sait pas si on va revenir. Donc tout ça, il faut vraiment le préparer physiquement, psychologiquement et vraiment d'une manière minutieuse. Il faut absolument rien laisser au hasard. Je parlais tout à l'heure de programmation pour réaliser 777. Eh bien, c'est la même chose. En haute altitude, il faut savoir programmer son corps à ne pas être en détresse hypoxique, ne pas être en détresse par rapport au froid, ne pas avoir peur de la chute. Vraiment, il faut se conditionner à l'extrême pour pouvoir réussir et surtout revenir et en ayant pris du plaisir. Ça, c'est important, ça, parce que ça conditionne aussi tous vos challenges. Complètement. Ouais. C'est vraiment cette notion de. Moi, je cherche pas à être la première, à être la meilleure, mais surtout à vraiment réaliser ce type de défi, entouré de personnes qui sont fédérées par rapport aux valeurs que je porte, d'une manière solidaire, d'une manière éco-responsable et surtout avec lesquelles on va prendre du plaisir à préparer ce défi. Et moi, ensuite, je vais prendre beaucoup de plaisir à le réaliser pour moi et pour eux. Bon, ces mois de préparation, c'est quoi? De la chambre froide? Racontez-moi, c'est donner. Oui, alors il y a deux causes principales de mortalité en haute montagne, c'est le froid et l'hypoxie. Donc en fait, c'est ce sur quoi il faut absolument travailler, au-delà de l'aspect physique qu'il faut aussi et technique bien sûr d'alpinisme qu'il faut acquérir. Donc le froid, effectivement, c'est chaque matin la cryothérapie chaque matin pendant 7 mois. Et puis ensuite, c'est aussi de l'entraînement en hypoxie avec une machine qui vous insuffle de l'air appauvri en oxygène, simulant ainsi les différents paliers par lesquels vous allez passer pour grimper jusqu'à ces 8848 mètres et vous entraînez pour que votre corps soit programmé à ces difficultés et ne soit pas surpris quand vous serez pour ne pas paniquer. Alors vous partez à 4, je crois, avec 2 hommes, 2 femmes, et en fait ce sont les 2 femmes qui ont réussi à atteindre le sommet. Et oui, effectivement, on n'aurait pas spécialement misé sur nous deux parce que nous étions les moins aguerris à la haute altitude. Et pourtant, c'est vrai que sur les 40 jours d'expédition, les 2 hommes à différents paliers n'ont pas résisté, l'un physiquement et l'autre moralement. Maintenant, il est vrai que ce type d'expédition, on le fait avec un groupe et on le fait en équipe, principalement grâce aussi à des Népalais et à des Sherpas qui nous guident, qui nous aident. On leur confie notre vie, ils nous confient la leur, mais au final, on y va vraiment encordé de 2 personnes, son guide et soi-même. Et ensuite, on ne peut ni pousser, ni retenir, ni traîner, entre guillemets, d'autres alpinistes avec nous. C'est vraiment quelque chose de très individuel, de très personnel, et on crée une relation à la vie, à la mort, avec son guide pour atteindre le sommet et en revenir. Alors, vous êtes la 13e Française à avoir gravi l'Everest. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti au sommet ? C'est une joie démentielle, énorme. J'ai jamais ressenti ça. On a envie vraiment de sauter de joie, sauf qu'on est tellement épuisé, on a tellement peu d'oxygène qu'on ne peut que faire couler ses larmes. Mais on est quand même sur le plus haut lieu de la planète. Donc c'est absolument extraordinaire pour une Normande vivant en Provence, d'autant plus. Et j'ai éprouvé une énorme fierté d'être là. Et j'ai tout de suite pensé à mon fils, à mon mari, et je me suis dit il faut vraiment que je redescende et que je trouve la force de redescendre pour leur raconter tout ça. Alors il vous reste un sommet pour terminer le 5 Summit Challenge. Vous allez le faire en Australie, je crois. Oui. Vous allez le faire avec votre mari et avec votre fils Léo qui a 11 ans. Exact, c'est pour moi un beau moyen de clôturer tout ce sujet de haute altitude, parce que sans eux, je n'aurais pas même initié ces projets d'alpinisme, et leur adhésion a été totale et primordiale dans mes projets, et donc de finir ce 5 Summit Challenge avec eux, ce sera vraiment une très très belle expérience. Ok, et puis quand les projets n'existent pas, vous les créez, par exemple Coast to Coast ? Oui, tout à fait. Dans la période Covid, il n'y avait plus de projets facilement réalisables, alors on a réfléchi avec 3 autres copines à créer un projet, donc un triathlon XXL ralliant la mer de la Manche à la mer de la Méditerranée, et puis pour une bonne cause, donc pour lever des fonds pour la fondation Pur Océan. Et on a créé de toutes pièces, on a participé à ce défi. Donc on a rallié la mer de la Manche à la nage en relais, puis Calais à Montélimar en vélo, et on a fini en running de Montélimar à Marseille. Voilà. Et à Marseille, alors justement à Marseille, le 23 novembre, vous avez participé avec d'autres femmes à une grande soirée femmes engagées à JP, 1300 personnes pour vous écouter, pour écouter ces femmes, ces rôles modèles. Ça représente quoi pour vous d'être considérée comme une femme engagée, un rôle modèle ?
C'est particulièrement important pour moi de montrer et de démontrer qu'on peut partir d'une feuille blanche, quel que soit son genre, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, et qu'on est capable, quand on a un rêve, d'y accéder. Il suffit d'être déterminé, il suffit de le programmer, il suffit de se donner le temps de le faire. Et durant cette soirée à JP, j'ai pu vraiment faire passer ces messages positifs et de dire aux femmes simplement « osez ». Et c'était particulièrement important. Alors, on va terminer cette conversation. La wishlist pour nos éditeurs, nos auditeurs, vous leur conseillez quoi pour cette année? Donc, en ce premier jour de l'année, c'est toujours important d'avoir de bonnes résolutions. Alors, osez faire votre wishlist, osez vous déterminer quelques rêves, et de quels qu'ils soient, culturels, sportifs ou dans votre vie professionnelle, et réalisez-les. Merci beaucoup. Allez, on ose et on réalise nos rêves. Merci beaucoup. On parle culture pour terminer. On parle culture. Allez, comme d'habitude. On parle culture. Je vous propose plusieurs recommandations. Tout d'abord, revoir sur Arte la série documentaire en 4 volets sur Magellan qui retrace son incroyable périple. Une épopée hors du commun avec son lot inévitable d'erreurs, de trahisons, de rencontres. Un espoir maritime digne des plus grands romans d'aventure. Et plus près de nous, peut-être, aux éditions Gallimard, 2 ouvrages de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, que j'ai à titre personnel adoré comme le film d'ailleurs, et puis son dernier livre, Blanc, qui décrit la traversée des Alpes à ski avec le guide de haute montagne Daniel Dulac. Pourquoi ne pas nous enfoncer dans le blanc? On a quelque chose à y trouver, de refuge en refuge, de Menton à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Je vous laisse découvrir la suite dans les quelques 200 pages qui relatent cette aventure. Merci beaucoup Muriel. La force de l'engagement, bien sûr, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. À dimanche prochain. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJP, association d'assurés engagés et responsables.